et notamment des questions sur les émotions, et ça m'étonne pas, c'est un sujet qui revient souvent, dont une question d'ailleurs, peut-on revenir sur les émotions? Et une autre qui est un peu dans le même registre, quand il y a des pensées négatives qui reviennent, faut-il trouver la raison et la solution? Et pour les pensées positives, pareil. Alors, sur le sujet des émotions, première chose qu'il faut toujours clarifier ou rappeler, notre but n'est pas de les supprimer, pas de les diminuer, pas de les contrôler, pas de les gérer et pas de ne pas en avoir. Parce qu'il y a cette image quand même qui colle à la peau de la méditation de la personne qui finalement est dans une sérénité tellement béate qu'elle n'a plus d'émotion, et c'est pas l'objectif. Il n'est pas réaliste de toute façon. Par contre, on veut les vivre en pleine conscience plutôt qu'en pilotage automatique, pour gagner en aisance et en liberté dans le rapport qu'on a avec elles. Et pourquoi est-ce qu'on veut ça? Parce que quand on vit une émotion en pilotage automatique, il y a deux grandes catégories de problèmes qui peuvent se produire. Le premier, c'est le passage à l'acte, c'est-à-dire que l'émotion prend les commandes et nous fait agir ou nous fait dire. Alors, il y a l'exemple évident de la colère, parce qu'il est mécanique. On est en colère, on dit quelque chose, on regrette de l'avoir dit. Mais il y a évidemment des cas où l'émotion prend les commandes pour ne pas nous faire faire quelque chose qu'on aurait voulu ou dû faire. Et l'anxiété est une grande spécialiste. Donc, dans les deux directions, faire des choses qu'on regrettera d'avoir faites ou ne pas faire des choses qu'on regrettera de ne pas avoir faites, ça peut être un passage à l'acte de l'émotion qui prend les commandes, avec laquelle on est complètement confondu dans ce cas-là, parce qu'on l'a vécu sans pleine conscience. L'autre scénario, quand on vit une émotion en pilotage automatique, c'est que on fait de l'émotion un problème et on rumine autour de ce problème. Donc on a une bouffée d'anxiété et on se demande mais pourquoi est-ce que je suis anxieux? Mais d'où est-ce que ça vient? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais est-ce que c'est la faute de mon éducation? Et on cherche des solutions alors qu'il n'y en a peut-être pas, et on rumine, voilà, autour de l'existence de l'émotion. Et donc, en ruminant, on la rend encore beaucoup plus désagréable, parce que l'émotion est simplement un signal dont on peut faire quelque chose ou ne rien faire, mais la rumination ajoute rarement quelque chose de positif. Elle prolonge plutôt l'inconfort provoqué par l'émotion quand elle apparaît. Évidemment, quand on part en rumination, on peut aussi partir en fuite, c'est-à-dire boire une demi-bouteille de whisky ou manger 3 plaques de chocolat pour se sortir de cet état désagréable dans lequel on se trouve quand on vit une émotion en pilotage automatique et qu'on y réagit en ruminant et en mettant de l'huile sur le feu. Donc, CQFD, c'est mieux de vivre une émotion en pleine conscience. Comment fait-on pour vivre une émotion en pleine conscience? Et je me disais en prenant des notes à midi que finalement, toutes les techniques de pleine conscience peuvent être adéquates quand on est face à une émotion. Par moment, on pourrait faire appel à la bienveillance ou à la compassion. On peut utiliser la respiration comme un moyen de se stabiliser, se tranquilliser, de laisser l'émotion redescendre ou baisser en intensité. On peut observer l'émotion, ça relèverait plutôt de l'attention ouverte, observer sa manifestation dans le corps, observer les pensées qui apparaissent en lien avec l'émotion, observer la rumination dans laquelle on est pris. Mais si on veut simplifier le rapport méditatif à une émotion, ça commence par le corps. Le corps ayant ce grand avantage de ne pas ruminer, ça nous permet déjà de nous centrer sur quelque chose qui a une certaine stabilité et qui est directement lié à l'émotion qu'on est en train de vivre. Donc le corps est un bon point de départ. Et quand on ressent une émotion, quelle qu'elle soit, de commencer par se demander qu'est-ce que je ressens à quel endroit de mon corps en lien avec cette émotion? Comment mon corps sait-il
que je suis en train de vivre cette émotion. Et porter l'attention sur la sensation, respirer avec cette sensation. Et parfois c'est suffisant parce que on récupère cette conscience de l'impermanence, en tout cas du caractère fluide de ce qu'on est en train de vivre. L'intensité des sensations varie, l'émotion parfois remonte, parfois redescend dans le ressenti corporel. On peut aussi, dans un deuxième temps, prendre la respiration comme moyen de se stabiliser un peu plus, d'attendre que l'émotion soit un peu moins intense, de lui donner de l'espace en faisant quelque chose qui nous tranquillisera. Mais ça pourrait être autre chose que la respiration. Ça pourrait être justement de l'attention ouverte, ça pourrait être de la bienveillance. Finalement, une fois que vous avez établi le contact avec l'émotion au travers de la prise de conscience du ressenti corporel, plein de choses sont possibles. Et surtout, dans un troisième temps, conscience du corps, respiration ou autre chose, il y a le « je fais quoi »,« j'en fais quoi »,« qu'est-ce que je fais ?» Et une option très intéressante, c'est rien du tout. Souvent, c'est bien de ne rien faire du tout, de simplement continuer d'être présent à ce qu'on est en train de vivre en attendant que cette vague émotionnelle redescende. Et pour ça, la respiration est pas mal, parce qu'elle nous donne quelque chose à faire et à continuer de faire en attendant de se sentir moins pris par l'émotion. Mais on peut faire plein d'autres choses. Vous pouvez manger une plaque de chocolat, si vous le faites en pleine conscience, et à ce stade, parce que vous avez choisi de le faire, et parce que vous êtes arrivé à la conclusion que c'est ce qui vous permettrait le mieux de vous sentir mieux, mais pourquoi pas? Le chocolat est problématique quand il se mange en pilotage automatique, et qu'on le fait sans avoir réfléchi, sans avoir choisi de le faire, et que du coup, on n'en profite pas, et qu'on en mange souvent plus que nécessaire, et qu'on se sent pas bien après. Mais en lui-même, si vous avez suivi le cours de Mindful Eating, on fait une méditation du chocolat thérapeutique où on évoque une émotion difficile et on mange un microscopique carré de chocolat noir en se concentrant sur la saveur en bouche, et on se repose la question de quel est le ressenti corporel et émotionnel après avoir mangé le chocolat noir. Et pour certaines personnes, elles ont oublié le problème qu'elles avaient évoqué en début de méditation. Ça m'était arrivé dans une des formations d'ailleurs, où je me disais, mais je sais que c'était un truc embêtant, mais c'était quoi? Pour d'autres, c'est juste, finalement, c'est pas si grave. Ouais, c'est un peu embêtant, c'est une situation un peu stressante. Donc, l'effet du chocolat sur l'humeur, il est réel, et il peut être tout à fait profitable, et ça peut être un plaisir d'oublier un inconfort émotionnel avec du chocolat. Quand on choisit de le faire, et quand on le fait en pleine conscience, et qu'on prend la décision en connaissance de cause, et qu'on profite de chaque morse. Et c'est impossible dans ces circonstances-là d'en manger trop d'ailleurs, parce que on arrête d'en profiter assez rapidement. On peut crier très fort. C'est tout à fait, c'est une option possible. On est très en colère, on a envie de crier, on crie. On écrit une lettre de démission si c'est un problème professionnel. On se fait couler un bain chaud. Ou, encore une fois, on attend que ça passe en méditant. Donc, c'est pas ce qu'on fait qui compte, c'est l'état d'esprit dans lequel on se trouve quand on le fait. Et qu'on l'ait vraiment choisi, plutôt que ça nous a été imposé par notre pilotage automatique, nos ruminations. Donc, on se réapproprie la position d'observateur, et cette position qui permet d'observer l'impermanence, le fait que le ressenti physique n'arrête pas de changer. Si on respire avec, on se rend très rapidement compte que rien n'est stable, que ça change tout le temps. Et on se désidentifie de l'émotion en la nommant. Tiens, bonjour anxiété. Et on est l'observateur de cette émotion. C'est pas à proprement parler notre émotion. Il y a plein de gens dans le monde qui ressentent la même chose. Donc ça n'a rien d'exceptionnellement à nous. C'est simplement une émotion. Et très franchement, dans cette perspective méditative, les émotions cessent complètement d'être problématiques. Si vous vous imaginez, vous pouvez fermer les yeux, ça risque d'être un peu abstrait, mais on essaye. Si vous vous imaginez que vous vivez une émotion, de la colère, de l'anxiété, de la honte, de la culpabilité, de la tristesse, peu importe,
et que vous avez une conscience de cette émotion, et en ayant conscience de ce que vous vivez dans le corps, une compréhension très claire que c'est quelque chose de changeant et que c'est quelque chose qui va passer. Petit 1. Et en observant cette émotion en tant que ressenti corporel, vous avez aussi pleinement conscience que ce n'est pas à vous, que ça ne vous concerne pas seulement vous, que vous êtes simplement en train de vivre une émotion que tous les autres humains vivent aussi. Elle n'est pas à vous, elle ne fait pas partie de qui vous êtes, elle est en train de vous arriver, elle est présente dans votre expérience, et elle va passer. Imaginez si en vous, il y avait cette conviction à chaque fois que vous vivez une émotion, qu'elle va changer et passer, et qu'elle ne fait pas partie de qui vous êtes, qu'elle ne vous appartient pas. À quoi est-ce que ça ressemblerait pour vous? Est-ce qu'une émotion pourrait vraiment devenir problématique pour vous? Alors je sais que c'est super abstrait, mais est-ce que pour certaines personnes, il est apparu que ce serait plus vraiment problématique? Oui. Parce que finalement, c'est à partir du moment où on se dit mais pourquoi est-ce que ça m'arrive et d'où est-ce que ça vient et quand est-ce que ça va s'arrêter pour moi? Donc quand on perd de vue l'impermanence et quand on perd de vue la désidentification, donc avec une attitude méditative, on se réapproprie ces deux caractéristiques-là de l'émotion. Et le corps, vraiment l'instruction en une phrase, prenez conscience des sensations et seulement des sensations, laissez tomber les histoires et la rumination. Notre esprit est très doué pour compliquer les choses. Donc, pour répondre aussi à la question, faut-il trouver la raison et la solution? Surtout pas. S'il faut la chercher, la solution, c'est probablement qu'il n'y en a pas. Parce que quand il y en a une, quand l'émotion qui est un message nous transmet quelque chose qu'on peut utiliser directement, généralement on s'en rend compte quand même assez rapidement. Et de simplement rester avec l'émotion est suffisant. Il y a certainement des exceptions où ça vaut la peine de trouver une raison, une solution, surtout quand il y a beaucoup de confusion autour de l'origine de l'émotion. Et là, ça peut avoir du sens d'essayer de comprendre ce qui l'a provoqué. Mais c'est une minorité de cas. Je pense que le plus souvent, on n'a pas besoin de trop s'en préoccuper.